réponse à toutes tes inquiétudes en envoyant par SMS AVENIR, A-V-E-N-I-R. Nos experts à ta disposition t'aideront à aborder sereinement ton destin. AVENIR. Pour une vision plus claire de ta vie. 150 francs CFA le coût du SMS. Dans l'actualité de ce dimanche, les différents chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures routières dans la capitale Lomé se poursuivent. Et pour se rendre compte de leur évolution, le ministre des Travaux publics était sur le terrain. Et surtout que ces chantiers utiliseront le granit produit par la nouvelle unité inaugurée hier à Noche. Et puis, week-end de tradition cette semaine, pendant que les jeunes s'initiaient à la vie adulte à travers la fête Singaring à Pagoda, les peuples à Kosso à Kebu étaient réunis autour de leur aliment de base, le fonio, lors de Ovazu 2013. Pour les titres de ce journal, à toutes et à toutes, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Lomé est en chantier depuis plusieurs mois, en témoignent les nombreuses perturbations de la circulation. Et cette semaine, le ministre en charge des Travaux publics, Nissa Ognonfam, a fait un tour sur les différents chantiers, histoire de constater de visu l'état d'avancement des travaux. Le compte rendu avec Ramdan Bassina et Silver Abdou. Dans le cadre de son programme d'action prioritaire en matière d'infrastructures routières, le gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, a mis en place une stratégie de redressement et de relance des transports routiers. Ainsi, il a mobilisé des ressources sur le fonds routier afin de financer les travaux de réhabilitation, de renforcement, d'assainissement et de modernisation des routes. La visite du ministre Nissa Ognonfam des Travaux publics ce jour a donc pour objet de constater le niveau d'exécution des projets d'infrastructures routières. Il a visité plusieurs chantiers, dont celui de l'avenue François Mitterrand, le tronçon Lagune Colombe de la Paix, le grand contournement de Lomé, entre autres. Le ministre visiblement satisfait de l'évolution des travaux. C'est important, après une mi-parcours, de ce que nous sommes en train de faire et que surtout nous sommes en fin d'année. Donc il fallait bien que je sorte pour voir le niveau d'avancement de ces travaux-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes en fin d'année et bientôt ce sera les fêtes. Nous allons tomber dans la période des fêtes. Il y aura Noël et puis le Nouvel An. Et vous savez, généralement, les fêtes de fin d'année, vous savez que ces fêtes-là drainent beaucoup de monde dans la rue pour des courses, pour préparer la fête ou bien même pour faire la fête. Or, les travaux que nous sommes en train d'exécuter actuellement nous ont contraints à trouver des voies alternatives pour, pendant la période de ces travaux-là, faciliter un peu la circulation. Mais ce n'est pas aisé. Et donc, avec la période des fêtes, ça sera plus difficile. Nous ne serons plus seuls. Nous aurons des visiteurs, soit qui viendront de l'intérieur du pays, ou bien des étrangers qui viendront participer aux fêtes avec nous. Donc, le trafic va devenir plus important. Donc, il fallait bien que, avec cette sortie, j'échange avec les entreprises pour voir s'il y aurait, pendant cette période, qui va durer une dizaine de jours, si on ne peut pas trouver une solution pour vraiment faciliter la circulation. Cela veut dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, l'arrêt provisoire des travaux et l'ouverture de ces voies pour permettre qu'on soit plus libre pendant cette période de fête à circuler. Et là, sur ce point, je voudrais dire que je suis satisfait puisque nous avons trouvé une solution. La troisième raison qui m'amène ce matin sur ces chantiers-là, c'est par rapport à l'atteinte à l'environnement que ces travaux ont fait.
Et vous savez, généralement, quand on veut construire des routes, on est obligé de porter atteinte à l'environnement en abattant les arbres. Et cela nous gêne. Nous en sommes conscients. Donc, j'ai discuté pendant cette visite-là avec les différents responsables des entreprises qui ont en charge des travaux pour voir si pendant l'exécution, cette phase d'exécution des travaux, nous ne pouvons pas planter en même temps les arbres. Et je crois qu'avec la disponibilité des emprises, nous pouvons le faire. Par endroits, les travaux n'ont pas avancé, comme l'aurait souhaité le ministre. La voie Simtogo Zourouba, par exemple. Ce que je viens de constater crée l'amertume en moi. Et parce que là j'ai l'impression que toutes les sensibilisations que nous sommes en train de faire, les gens ne nous écoutent pas. Nous allons passer ici pour demander poliment à tous ceux qui sont installés le long de ce mur-là de libérer l'emprise. Et ça, il n'y aura pas de délai à leur donner. Et nous serons obligés d'utiliser la manière forte s'il faut, parce que nous ne pouvons pas accepter de tels comportements. Les commerçants installés le long de cette voie ont 72 heures pour libérer les lieux, selon les injonctions du ministre. Bientôt, certaines voies seront livrées et permettront ainsi de décongestionner les artères à grand trafic de Lomé, améliorer la sécurité et le confort des usagers. La réhabilitation des routes nécessite l'utilisation du granit. Et c'est dans cette optique que la société togolaise de granit vient d'inaugurer à Noche une unité de transformation du produit pour être plus proche des chantiers de la zone Toun-Noche-Agou. C'est une initiative des Togolais pour fournir du granit de qualité dans la réalisation des travaux de construction. Edem Susuko. Pour la réalisation des travaux de construction, il va sans dire que l'un des matériaux utilisés est le gravier concassé. Ici à Pédomé, dans la commune de Notin, une unité de traitement du gravier vient d'être installée par la société togolaise de granit. Ceci dans le but de répondre favorablement et avec promptitude aux besoins de fourniture en gravier concassé dans la réhabilitation prochaine de certaines routes, notamment Toun-Notin, Notin-Agou. Depuis quelque temps, le Togo est revenu de manière résolue vers les projets de développement. Et les granites sont une matière de base dans le traitement des voies, dans le bitumage notamment. Et donc nous sommes mis ensemble pour identifier cette carrière, la faire valider par le laboratoire national et puis acquérir les équipements et les compétences pour la mettre en œuvre. Donc la perspective, c'est donc les besoins qui vont aller crescendo et de manière à pouvoir être là au moment où nous devons répondre à ces besoins-là. Pour toutes les voies qui vont se faire dans les environs. Notre machine, ça fait 200 mètres cubes par heure. Et il y a 3 sortes de matériaux. Il y a 0,4, 10,14 et 6,10. On peut changer les mailles. Si on a besoin de 0,25, on va changer. 5,25, on peut changer. On a beaucoup de mailles pour toutes les catégories de gravier. L'implantation de cette unité de traitement du gravier offre une opportunité d'emploi aux jeunes de la localité. Et avant son inauguration, des études d'impact environnemental ont été menées. Arrêtez de produire. Merci une fois de plus pour votre attention. Les acteurs du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et les reboiseurs privés de la partie septentrionale du pays ont passé 2 jours ensemble à Kara. Ils se sont retrouvés pour faire le point de la campagne de reboisement et réfléchir ensuite sur les mécanismes appropriés pour protéger les plantations contre les feux de végétation. Correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. Une déclaration servant de soubassement au schéma de la planification de la politique forestière du Togo a été adoptée par décret en janvier 2011. La vision globale de cette politique est d'atteindre une couverture forestière de 20% à l'horizon 2035. Sur cette base, un programme national de reboisement de 5000 hectares par an a été lancé.
3 ans après le démarrage de ce programme, les différents acteurs au niveau des régions Kara, Centrale et Savane se retrouvent à Kara pour mesurer le chemin parcouru. Il s'agit aussi d'échanger sur la stratégie mise en place pour protéger les plantations contre les feux de végétation. En 2011, on a fait autour de 3000 hectares. En 2012, également 3000 hectares. Mais cette année, le climat nous a beaucoup posé problème. La pluviométrie, en fait, nous a beaucoup posé problème. Ça fait que dans certaines régions, on n'a pas pu vraiment atteindre ce qui était fixé comme objectif de reboisement. Nous avons une stratégie globale de lutte contre les feux de végétation. Mais nous voudrions voir concrètement, avec les moyens dont nous disposons, et les initiatives que les uns et les autres peuvent développer, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement en matière de lutte contre les feux de brousse. L'atelier de Kara a été ouvert par le secrétaire général de la préfecture de la Kosa. Kokouchen Loa a incité les participants à mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à la rencontre pour permettre au pays de se doter du meilleur arsenal de lutte contre les feux de végétation. Contre les feux de végétation. Pour permettre à la population, surtout les couches les plus vulnérables, d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à moindre frais, il a initié un concept de couverture sanitaire universelle, un système qui va faciliter l'accès des populations aux soins de santé. Pour sa mise en œuvre, ce concept était au cours d'une rencontre d'échange et de partage organisée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. Les problèmes financiers préoccupent plus aujourd'hui les populations, surtout les couches les plus vulnérables, pour leur accessibilité aux soins de santé de qualité. Pour combler leurs attentes, le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Santé, a encore mis en place un mécanisme innovant, la couverture sanitaire universelle. Ce système vise à faciliter l'accès à la santé à moindre frais. À cette rencontre, il est donc question d'élargir et approfondir les réflexions en vue d'harmoniser les concepts fondamentaux devant répondre aux besoins de la population. Le concept est en cours, ça fait près de 10 ans. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'en 2011, un décret a été signé au niveau du gouvernement sur l'assurance maladie. C'est l'un des tremplins vers la couverture sanitaire universelle pour notre pays. Et aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure prendre toute la population avec des soins de qualité pour que personne ne tombe dans les risques financiers en se soignant. Ce projet est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé et selon la responsable, il est focalisé sur 3 piliers fondamentaux. Nous avons l'équité, nous avons la qualité des soins, l'accès à des soins de qualité et la protection sociale. Dans le chapitre de la protection sociale, nous prenons en compte le financement de la santé pour éviter aux ménages d'avoir des dépenses de santé qui pèsent trop lourdement sur eux. Le financement de la santé permet d'étudier les mécanismes qui vont permettre aux ménages de pouvoir avoir accès aux soins à moindre frais, mais frais inhérents aux ménages. Le progrès vers la couverture sanitaire universelle nécessite aussi des efforts nationaux concertés, notamment la collaboration intersectorielle. Et les partenaires, en l'occurrence l'Union européenne et l'OMS, s'engagent à accompagner le Togo dans ce processus pour la couverture sanitaire universelle. Un autre projet sanitaire mis en œuvre depuis quelques mois maintenant dans les 6 régions sanitaires du pays est à son terme. Il s'agit de POMEFA ou Paix dans le foyer, piloté par Population Service International PSI Togo. Et hier, les acteurs impliqués dans son exécution dans le nord du pays se sont donné rendez-vous à Kara pour la restitution des résultats enregistrés. Nestor Mozo. De septembre 2008 à décembre 2013, Population Service International PSI Togo a expérimenté le projet POMEFA dans 80 centres de santé publics et privés dans les 6 régions sanitaires que compte le pays. POMEFA a été un projet centré sur la planification familiale. Étant arrivé à échéance, les initiateurs ont estimé qu'il était important de passer à la restitution des résultats acquis.
Un premier atelier a été organisé à Kpalimé pour les acteurs du projet dans la partie méridionale du pays. Cette rencontre constitue le deuxième atelier de restitution de Pomefa. Tenu à Kara, il a rassemblé des acteurs issus de la partie septentrionale. Pour pouvoir réaliser ce projet, PSI a bénéficié d'un appui financier du gouvernement néerlandais et aussi de l'USAID. Et c'est ces appuis qui nous ont permis d'élaborer le cadre opérationnel du projet avec le ministère de la Santé. Et il est normal qu'à la fin du financement, on puisse réunir les acteurs qui sont les principaux artisans de la mise en œuvre du projet pour partager avec eux les résultats du projet, échanger sur les leçons apprises. L'une des stratégies utilisées dans la mise en œuvre de Pomefa est le renforcement des capacités du personnel de santé. Ce personnel est intervenu à divers niveaux, ce qui a permis au projet de connaître un succès. Par rapport aux appuis de Pomefa, ça nous a permis de prendre en charge les femmes en PF gratuitement à travers les stratégies mobiles. Et tout dernièrement, avec le projet CISPO, ils envoient les prestataires sur le terrain pour prendre en charge des femmes, pour les offrir des méthodes de longue durée gratuitement. Le projet Pomefa a une grande contribution en matière de planification familiale dans notre pays. Il a permis d'augmenter de 2,1% la prévalence contraceptive dans notre pays. Certes, Pomefa est arrivé à la fin, mais PSI Togo compte explorer d'autres horizons pour saisir d'autres opportunités et capitaliser les résultats acquis. Les professionnels de la santé des régions des plateaux central, Kara et Savane sont également en session de formation à Dapan. Un atelier de 4 jours pour se perfectionner sur la réanimation et l'administration des soins essentiels aux nouveau-nés. La session de formation initiée par le ministère de la Santé a bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF pour réduire la mortalité des bébés. Félix Semdacha. Dans leurs bras, certaines avaient leurs bébés, des enfants qui vivent car ayant été bien pris en charge de leur naissance. Contrairement à ces nourrissons, bien d'autres ne survivent pas après leur venue au monde par manque de soins de santé de base. Les méthodes simples pour éviter les décès d'un nouveau-né, il en existe et elles peuvent être apprises pour être appliquées. C'est à cet exercice de prise en charge des enfants dès leur naissance que vont être soumis ces professionnels de santé. La raison de cet atelier, c'est que, comme nous sommes familiarisés maintenant avec les chiffres de mortalité au Togo, et nous savons qu'environ 12 enfants sur 100 ne vont pas arriver à fêter leur 5e anniversaire. Parmi ces 12 enfants sur 100, 30%, c'est-à-dire 4 enfants, mourront durant le premier mois de vie. Alors qu'il existe des méthodes simples de prévenir et de guérir, de prendre en charge les causes de ces décès. Ces décès sont dus à quoi? Ces décès sont dus parfois à la prématurité. Ces décès sont dus aussi aux infections qui se transmettent de la mère à l'enfant ou qui s'acquièrent durant le processus. On en parle aujourd'hui d'une synchronisation, d'une amélioration, d'un meilleur travail en commun de nos bourses des valeurs, mais également de tout ce qui est corridor routier, les corridors ferroviaires, les ports, les aéroports. Voyager, quand vous êtes dans le domaine des affaires, voyager d'un pays à l'autre prend énormément de temps. Le rôle du secteur privé va être très important. Même vision, même ambition. L'association à but non lucratif, l'ASEA, qui regroupe 23 bourses africaines, a son siège au Kenya. Elle vise la promotion du développement des marchés de capitaux africains pour un meilleur financement des économies africaines. Cette 17e conférence de l'ASEA nous a permis de réaffirmer l'importance des bourses dans le développement de notre continent, d'identifier plus clairement les défis qui sont les nôtres et enfin retenir des approches de solutions. Il est ressorti de nos échanges que les marchés boursiers doivent contribuer davantage à la mobilisation de ressources à long terme
pour le financement des besoins dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des télécommunications, afin de doter notre continent d'infrastructures performantes pour son développement. À l'ouverture, tout comme à la clôture des travaux, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kabla-Duncan, a exhorté les bourses africaines à mieux faire afin de sécuriser davantage les investissements directs étrangers aujourd'hui nécessaires pour les pays africains dans leur lutte contre la pauvreté. La qualité de la mobilisation des professionnels de la finance du continent et du monde à l'occasion de ces assises renforce notre conviction que l'Afrique, continent sans espoir hier, accomplit des progrès remarquables aujourd'hui dans sa transformation structurelle. L'Afrique passe progressivement d'un continent sans espoir au continent de l'espoir. Ces importantes dotations en ressources naturelles se conjuguent à une plus grande stabilité macroéconomique, à l'assainissement des finances publiques et au renforcement du capital humain pour en faire un pôle mondial de croissance, de progrès et de développement. En marge des travaux de cette 17e Assemblée générale, un accord de coopération est intervenu entre la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, co-organisateur, et la Bourse de Casablanca. Une coopération fluide qui augure de lendemain meilleur pour la BRVM, levier de la croissance sous-régionale. En bref, hors du Togo, les Centrafricains, toujours sous le choc des violences de ces derniers jours, sont un peu plus rassurés. La force militaire française déployée dans le pays sécurise les points stratégiques de la capitale, Bangui. Les tueries entre communes. Au Togo, le pèlerinage annuel des catholiques au pied de Notre-Dame des Douleurs à Kovié a pris fin ce dimanche en la solennité de l'Immaculée Conception. Venus de tous les horizons, notamment des pays d'Afrique de l'Ouest, les fidèles chrétiens ont encore honoré ce rendez-vous marial pour resserrer leurs liens avec le Christ et implorer la médiation de la Vierge. D'intenses moments de prière, de louange et d'action de grâce ont meublé ces 2 jours de recueillement. Le tout saupoudré de 3 grandes messes présidées par Monseigneur Denis Amozou Diakba, archevêque de Lomé, entouré d'un parterre de prêtres. Charlotte Monsimi. Guidés par la foi, ils ont bravé les caprices de la nature. Ces pèlerins venus de tous les horizons répondent à nouveau à ce rendez-vous annuel de la Mère du Ciel, Notre-Dame des 7 Douleurs, la Vierge Marie. Loin de toute occupation quotidienne, ces pèlerins catholiques ont passé 2 jours à l'air libre sur les 125 hectares du site pour être écoutés et consolés par la mère attentionnée, la maman bien intentionnée. Au pied du sanctuaire et sous le regard contemplatif de la Vierge Marie, d'intenses moments ont été vécus, entre autres le chemin de croix, des conseils où tu connais tout, tu sais tout faire. La retraite au flambeau, l'exposition du Très Saint Sacrement, suivie de l'adoration, heure d'élévation de l'âme vers le Père. Le tout couronné de 3 grandes messes à la solennité de l'Immaculée Conception, présidée par Monseigneur Denis Amozou Diakba, entouré d'un parterre de prêtres concélébrants. Les textes liturgiques de la messe dominicale invitent le peuple chrétien à la conversion dès lors que le royaume des cieux est tout proche. Il s'agit donc pour nous tous de faire régulièrement preuve d'ardeur au travail, de probité, de justice, de conscience professionnelle, de compétences confirmées dans notre métier ou notre domaine ordinaire d'intervention. Il s'agit en somme d'accomplir les choses les plus ordinaires de façon extraordinaire, c'est-à-dire avec beaucoup de soin. Pèlerinage, actes de piété et de repentance revêtent une importance capitale dans la vie des catholiques. Chacun a fait le déplacement avec son intention et c'est avec foi qu'il espère en une vie nouvelle. Plus de 22 ans
Et si jamais à Lomé, en décembre, je suis arrivé et puis ça m'a fait beaucoup plaisir de voir des gens prier, concentrés. Et vraiment, je crois que à cet endroit, et si tu es venu avec un cœur pur, tu auras tes grâces, tout ce que tu vas demander, et je crois que tu l'auras. C'est une question de confiance entre toi et ton Seigneur. Et il s'agit de présenter à ton Seigneur ce que tu as dans le cœur. Mais moi je pense qu'avec la grâce divine, tout ce que j'ai présenté à mon Seigneur, il les a exaucés. Et avec la grâce divine, quand je rentrerai chez moi, il suffit de croire et de partager cette joie avec tout le monde. Et je pense que le tour est joué. C'est la Fédération des chorales Saint-Joseph de l'archidiocèse de Lomé qui a aidé le peuple chrétien dans les célébrations. Dans la joie, Monseigneur l'archevêque a envoyé le peuple de Dieu annoncer la bonne nouvelle. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 17e édition. Tradition à présent, à chaque fin d'année dans la Bina, les populations de cette préfecture célèbrent leur fête traditionnelle Singaring. Fête d'initiation, Singaring est aussi une fête de moisson pour dire merci aux mânes des ancêtres. Singaring 2013 a connu son apothéose ce week-end à Pagoda, les temps forts de la fête avec Nestor Mozo. Dans la joie et l'allégresse, les filles et fils de la préfecture de la Bina ont célébré une fois encore Singaring. Un rendez-vous annuel autour des valeurs ancestrales qui les identifient. Cette communion populaire revêt un double sens. Singaring est d'abord une fête d'initiation. Singaring étymologiquement vient d'un couple de verbes. Sangon qui veut dire se laver les mains, se purifier, et karo qui veut dire être prêt à affronter les épreuves de la vie. Ainsi, Singaring qui a son origine à l'Amadesse, berceau de la tradition kabyère, est une épreuve par laquelle on soumet le jeune de la Bina à l'endurance et à la force pour affronter seul les épreuves de la vie, ce qui lui permet d'accéder à la classe des adultes. Le jeune initié, débarrassé de tout complexe, chante par son chant-poème. Il exalte la bravoure de ses aïeux. Il chante pour la parfaite union entre les clans, la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. La principale activité des populations de la Bina est l'agriculture. La fin de l'année coïncide avec les récoltes. C'est là que Singaring se traduit comme fête de moisson. Les producteurs qui se sont illustrés par leur rendement au cours de la campagne agricole 2012-2013 ont été encouragés avec des prix Singaring. Une manière de leur demander de faire mieux au cours des prochaines campagnes, une manière aussi d'amener les autres à les imiter. Singaring édition 2013 a été placée sous le signe de l'unité, de la solidarité et du développement. Chères populations, cadres et autorités de la préfecture de la Bina, vous avez vu juste en inscrivant cette célébration sous l'idée du développement. Vous êtes ainsi en phase avec la vision et la politique du chef de l'État et du gouvernement togolais qui œuvrent inlassablement pour la cohésion sociale et le développement économique de notre pays. L'unité et la solidarité constituent des atouts et des forces essentielles capables d'assurer la qualité de notre vivre ensemble et de garantir le succès de notre processus de développement. Par ailleurs, la prise en compte de la diversité culturelle est un élément majeur dans le processus du développement du Togo, car cela favorise la paix, la solidarité
et la cohésion sociale. Sengarn constitue chaque année un moment pour les populations de la Bina de retourner aux sources de leur identité et de se baigner dans leur chaleureuse rivière de folklore. Et les peuples Akoso, Akebu de Wawa, Amou, Akebu et d'autres villes du Togo et du Ghana ont eux aussi célébré leur fête traditionnelle Ovazu. Vous aurez le compte rendu de Ovazu 2013 dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Au revoir.